Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Béranger, tu veux faire le tour du monde en podcast, sauf que là, tu es en train de refaire un pays que tu as déjà fait. Mais aujourd'hui, j'interviewe quelqu'un, je suis tombé sur quelqu'un avec plein de qualités, dont la qualité première est qu'elle est malgache et qu'elle va pouvoir nous parler de Madagascar comme personne, nous parler de sa famille, nous parler des traditions, nous parler de ce que c'est la vie malgache, de nous parler des fêtes traditionnelles. Elle va pouvoir même nous parler malgache avec un accent authentique. Et cette personne, elle s'appelle Michou et elle va pouvoir nous présenter Madagascar comme personne. Salamé Michou. Salamé Béranger. Invovo. PDB Vovo. PDB Vovo. Non, mais on dit souvent Tis Vovo à chaque fois qu'on pose cette question. Tis Vovo. Soche Betsaka pour avoir dit Timanine, Afakamana au podcast. Merci beaucoup, Soche Betsaka. Avec plaisir. Alors, je voudrais commencer par le fait que tu sois malgache, et je sais que tu es fière d'être malgache et heureuse d'être malgache. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, je pense que je suis reconnaissante d'être malgache parce que justement, en fait, après avoir fait mes études supérieures, je me rends compte un peu de ce qui se passe dans le monde et je vois un peu mon pays et je vois que il y a plein de choses encore à faire. Il y a certes énormément de problèmes qui se passent dans le pays, mais ça veut dire que autant de problèmes signifie autant de solutions aussi à mettre en place. Et voilà, c'est un peu des défis pour moi, en tout cas en tant que jeune malgache. Et ça donne un peu plus de sens à sa vie en fait finalement. C'est pour ça que quelque part je suis reconnaissante d'être malgache. Et à part ça, la culture elle-même, elle est unique quand je compare un peu aux autres que je connais. Et voilà, je pense que je vis dans un pays qui est en paix malgré un peu les choses politiques qui se passent autour et les insécurités. Je peux même quand même dire que c'est un beau pays et un bon pays pour grandir et pour vivre. Et pour s'épanouir. Oui, voilà. Alors voilà, c'était la petite introduction de Michou, notre ami malgache. Est-ce que tu peux te présenter, Michou ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi ta vie ? Donc, je m'appelle Michou Anjiamalal et je vais bientôt avoir 24 ans. J'ai grandi dans la périphérie nord de la capitale qui est Antananarivo. En ce moment, je suis en train de finir mes études en Master 2 dans une école de commerce à Antananarivo qui s'appelle ISCAM. Donc je fais un Master en Management en Développement Durable. Et en même temps, je travaille pour une organisation non gouvernementale qui travaille pour l'éducation de qualité pour les enfants et jeunes malgaches depuis presque 7 ans. Et on peut dire que j'ai trouvé ma passion qui est l'éducation et voilà à peu près sur moi. Ok, on va reparler de ta famille et puis de ta vie au nord de Tana, la capitale de Madagascar. Mais avant ça, je voulais te parler d'un sujet qui revient le plus et qui est associé à Madagascar, qui est... C'est quoi la culture malgache? Sur la nationalité du président, je sais pas, il y a tellement de choses. Sur la présidence, l'élection... Non, un sujet lié à Madagascar en Europe, auquel tout le monde pense. Les îles éparses. Non. Je sais pas, moi, j'arrive pas à lire dans ta tête. La pauvreté. La pauvreté. Ah oui, parce que tu vois, je vois pas du tout. Ah oui, ok. Si on parle de pauvreté, effectivement, Madagascar est un pays pauvre, économiquement. Donc, si vous avez la chance de visiter Madagascar dans la capitale ou dans les 22 régions qui sont à Madagascar, il y a la pauvreté économique, effectivement. Mais si vous passez un peu plus de temps qu'un séjour de tourisme, par exemple, et que vous ayez la chance de fréquenter les Malgaches dans la campagne ou aussi dans la capitale, c'est la vie un peu plus difficile. Mais il y a vraiment une notion de générosité, en fait, et que les gens de la campagne ou les gens des côtes de Madagascar ont, qui font que pour moi la vie de tous les jours est certainement difficile de trouver quelque chose à manger pour la majorité des Malgaches, mais c'est le sens du Fiavanen qui veut dire la fraternité quelque part, qui fait que pour moi
il y a une certaine richesse que je ressens quand quand je sors un peu de la capitale et quand je vais dans les autres régions. Donc toi, tu dirais, en région, ok, on n'a pas accès à tout, mais il y a une certaine richesse qui est la générosité, la richesse humaine des gens. Oui, exact. Ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. Et aussi la reconnaissance en fait des gens. Les Malgaches sont très, une bonne partie est religieuse et croit en Dieu. Et il y a cette reconnaissance et le fait de profiter de la vie et d'être reconnaissant en fait de ce que tu as, même si tu as très peu, si tu as une petite maison. Et voilà, je pense que ça fait partie des choses où matériellement en fait c'est pas ça qui définit le bonheur des Malgaches. Alors je veux aussi parler d'un aspect en termes de richesse, où il y a aussi une énorme richesse de talent ici, parce que nous c'est vrai, enfin nous, je pense à une de mes colocs et moi, on arrive en soirée, et on sait pas jouer d'instrument, ou alors très peu, on sait pas chanter, on sait pas danser, et on est arrivé dans plusieurs soirées où on rencontre des gens qui écrivent du slam, qui vont bien danser, qui vont bien chanter, qui vont bien faire de la musique, et en plus qui vont faire du parcours et qui vont faire du sport de ouf. Et à Madagascar, on a l'impression que tous les jeunes, ils ont 10 000 talents, une richesse culturelle. Je sais pas si c'est le bon mot. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les Malgaches ont beaucoup de talent. Après, j'irai pas généraliser que ceux qui sont pas malgaches et qui viennent d'autres pays n'ont pas de talent, parce que je vois qu'il y a plein de jeunes aussi qui ont ce talent-là, mais je dirais qu'il y a une certaine facilité en fait d'apprendre et aussi d'apprendre d'une façon autodidacte pour les Malgaches, la guitare et tout, et malheureusement sur la partie éducation, il y a éducation et loisirs, comme il y a il y a un manque là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, genre ils ont juste une guitare et puis ils vont se mettre dessus et voilà comment ils apprennent ça. C'est avec le temps qu'il leur reste pendant les vacances ou après les cours, un peu comme ça. Donc la richesse, c'était pas la richesse culturelle, c'était la richesse artistique que je voulais dire. Il y a une grande richesse artistique ici. Et je voulais aussi parler des richesses du pays Madagascar, parce que on parle de pays pauvres et tout, sauf qu'en fait, à Madagascar, il y a plein de ressources. Oui, c'est ça. Au fait, il y a par exemple, Madagascar est très riche en biodiversité. Il y a énormément de plantes médicinales ici qui ne sont pas exploitées. Il y a aussi des ressources minières qui sont dans les régions un peu en dehors de la capitale, donc à l'est et au sud de Madagascar. Des pierres précieuses. Des pierres précieuses, oui, voilà. Du saphir, il y a du titane. Titane. Enfin ouais, donc c'est un pays super riche, et il me semble que c'est pas les entreprises malgaches qui vont extraire tout ça et vendre tout ça, quoi. Voilà, exactement. C'est justement là en fait qui est dommage, parce que c'est pas tant les ressources intellectuelles et c'est pas le savoir-faire des Malgaches qui manque en fait, c'est parce que dans le pays il y a une manque d'infrastructures énormes routières. Par exemple pour relier les villes, et puis il y a une manque de système qui permet que les jeunes qui finissent leurs études, que ce soit à l'étranger ou à Madagascar, aient une opportunité pour s'épanouir. Et bien évidemment, il y a aussi la corruption qui est un système très lourd aujourd'hui, qui dégoûte les jeunes, on va dire, et qui font qu'ils veulent tous partir à l'étranger parce que la vie est plus facile là-bas, et voilà. Mais par contre, y a pas de doute qu'il y a tellement de choses à exploiter ici à Madagascar en termes de ressources. Et il y a en ce moment, et je le sens depuis quelques années, il y a une certaine comment dire ça, il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui sont dans l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat pour les jeunes en ce moment est beaucoup promu par beaucoup d'entreprises, par beaucoup de groupes qui sont de grandes envergures à Tana. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment touchant personnellement pour moi. Merci beaucoup d'avoir résumé les richesses malgaches qui ne se résument pas à un pays pauvre et avec des richesses de partout. Est-ce qu'on peut parler de famille ?
Mhm. Parce que toi, t'es un exemple parfait, tu as des parents malgaches, tu es malgache, tes parents et toi, tu as fait toute ta vie à Madagascar. Donc c'est un super exemple pour comprendre un petit peu la culture, la famille malgache. Est-ce que Mhm. tu peux nous raconter comment c'est de naître et de vivre dans une famille malgache? C'était comment ton quartier, ton enfance, ton école, comment t'allais à l'école, ta vie, ta famille, tes vacances? Voilà, raconte-nous ton enfance, s'il te plaît. Oui, ok. Du coup, mes parents, ils se sont rencontrés en 98. Moi, je suis née en 99, donc ils ont pas attendu longtemps. Ah oui. Mais et après, donc ils ont commencé à avoir leur propre maison et j'ai grandi avec eux, avec la famille de mon père qui étaient tous autour dans un même village. Donc, je crois qu'il y avait au moins 7 différents autres ménages, donc les frères et sœurs de mon père, parce que mon père il a 8 frères et sœurs, Tous autour. tous autour. Il y en a que 2 qui étaient en ville parce que c'était 2 filles, donc ils ont marié des gens qui viennent de la ville quoi. Mais le reste étaient tous dans un même village. Et et par contre ma mère, elle vient d'une campagne qui est un peu à l'ouest de Tana, donc voilà, elle est venue à Tana pour vivre avec mon père. Et je suis allée dans une école qui était juste à 10 minutes de chez moi. Et il y avait toute la famille aussi qui était dans cette même école-là. Donc on rentrait ensemble le soir. Et puis il fallait attendre les autres pour ne pas traverser la route nationale. Et puis voilà, et j'ai grandi là. Et puis ensuite, il y a le premier diplôme national qui s'appelle CEPE. Donc ça, en gros, c'est avant le PEP, le brevet. Et après ça, donc quand j'ai eu mon premier diplôme national, je suis allée dans un collège d'enseignement général, donc le collège public, qui était encore 5 minutes de chez moi. Et là, c'est intéressant parce que, du coup, ceux qui allaient dans les écoles publiques, bah, bien sûr, c'est ceux qui ont le moins de moyens. Et par contre, moi, je pense que ça fait partie des choses où aujourd'hui, j'ai un parcours différent que les autres élèves qui étaient dans la même classe que moi. C'est que j'aimais beaucoup apprendre et j'aimais beaucoup le français. J'étais quelqu'un qui participait beaucoup en classe. Moi, mon histoire, c'est qu'il y a eu des Français, des Françaises, 2 Françaises qui étaient venues à Madagascar pendant le mois d'août, qui m'ont donné un cours de français. Et c'est là où en fait, à Madagascar, dès que tu es en contact avec un étranger, c'est quelque chose de super. C'est comme si t'avais gagné au loto, quoi. Genre, t'arrives à parler avec un vasa. C'est comme ça qu'on appelle les Européens ou ceux qui sont pas malgaches ici. C'est comme si t'avais gagné au loto et t'es quelqu'un de super, en fait, quand tu arrives à engager une conversation avec eux. Et Mais c'est à ça, peu c'est près... vrai dans la campagne, ça. Parce que à Tana, la capitale, c'est pas forcément... Si c'est le cas. En fait, c'est en dehors un peu du cercle expat, on va dire, qui est un peu voilà, si moi par exemple, je connais un peu pas mal d'expats et c'est pour moi c'est quelque chose de normal un peu enfin mais si par exemple moi mes collègues ici s'ils voient un vasa ou par exemple la famille de mon père par exemple, tu vois, qu'il y en a qui sont à Tana, bah c'est quelque chose de super quoi. C'est même ici en fait, moi par exemple, j'ai un peu la peau claire et j'ai un peu une tête chinoise et on me dit que je ressemble à une vasa pour me complimenter un peu. Donc en fait voilà, ça part un peu Mais ça, c'est vrai dans la campagne éloignée, parce que moi, mes collègues, il y a pas non plus mes collègues de Madagascar, c'est pas stylé de connaître un vasa, quoi. C'est normal, c'est un Oui, collègue. parce que tu les connais dans le cadre de ton travail, ils sont dans l'entreprise et vous êtes dans un bureau. Mais si s'ils sortent avec toi par exemple et qu'ils vont te ramener chez leur famille, et là tu vas voir il va y avoir des têtes qui vont retourner, Oui, bah, j'ai déjà vu, oui. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Bon bref, quand j'étais au collège, c'est un peu comme ça que mon histoire a démarré. Et puis voilà. Le fait de grandir dans une famille malgache, la famille est malgache, et bon, je parlais tout à l'heure de fraternité, mais dans une famille malgache, en fait, c'est que tu parles un peu, c'est un peu, un couple va avoir leur propre maison, mais après il y a toute la famille qui va un peu savoir tout ce qui se passe dans cette maison et c'est un peu comme une gestion commune en fait. Tes enfants par exemple, si moi par exemple je fais quelque chose qui plaît pas à ma tante ou qu'elle pense qui n'est pas correct, bah on va en parler en famille. C'est un peu un sujet de
de famille, voilà quoi, c'est... Toute la famille se réunit dans une maison, du coup? Non, ça va pas... Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, on va pas faire une réunion exprès quand il y a quelque chose qui va pas, mais c'est presque systématique. C'est pour ça que je disais non, parce que je viens de m'en rendre compte. Tous les dimanches, en fait, après la messe, tout le monde va venir chez ma grand-mère, les oncles, les tantes, les petits cousins, les petites cousines, et puis on va prendre un petit café et on va prendre une petite galette qu'on appelle moufougas, qui veut dire pain malgache, quoi. Qui est faite à base de... Qui est faite à base de farine de riz. Et voilà, on va se réunir là, et puis on va parler un peu pendant 30 minutes, et on va parler un peu, on va gossiper un peu sur les gens qui étaient à l'église, on va un peu rire de la façon que le prêtre, il prêche, ou qu'il a parlé de l'évangile et tout, et puis on va parler un peu des gens qui sont autour de nous, nos voisins et tout. Genre, est-ce que t'as vu que telle ou telle personne je sais pas, moi, j'ai pas un exemple en tête, mais Ça va parler du quartier, quoi. ça va parler du quartier, en gros, c'est ça. Et c'est un moment qui est délicieux, c'est un moment de qualité. Et voilà, c'est quelque chose qui me manque d'ailleurs, parce que moi, on a quitté ce petit village-là en ce moment. Et ça fait partie des routines qui me manquent un peu, d'avoir des nouvelles de ma grand-mère, par exemple, parce que voilà, il y a une certaine proximité entre la famille. Ouais. Et tu parlais de l'école, donc toi t'étais à l'école publique, Ouais. qui coûte, tu sais à peu près combien ça coûte par mois, par trimestre? Bah ça coûte, en fait, on paye environ 25 000 arrières au début de l'année scolaire, et c'est tout ce que tu payes. Pour l'année entière? Pour l'année entière. Donc ça fait 5 euros. 5 euros, voilà. Et ouais, voilà, je suis très fière parce que... Pourquoi je suis très fière? Parce que quand j'y pense, en fait, du coup, l'école primaire, c'était une école privée, mais le collège et le lycée, c'était des écoles publiques. Et en ce moment, moi, j'ai la chance, par exemple, de donner des cours privés pour des enfants du lycée français de Tananarive. Donc là où les collages, je sais pas, j'ai même pas une idée de combien ça coûte, mais pour une petite fille qui a plus que 5 euros, c'est sûr. Mais pour une petite fille qui a suivi l'école dans une école publique et qui a un niveau pour donner des cours de mathématiques à des gens du lycée français qui j'estime ont beaucoup plus de beaucoup plus de niveau, je sais pas, niveau de vie et tout, c'est une petite fierté pour moi. Voilà. Mm-hmm. Et c'était comment les cours? Parce que tu me disais, il y avait des élèves turbulents, il y avait des élèves qui se rendaient compte de leur chance, et t'avais un peu les deux mondes mélangés oui, dans la même classe. c'est à peu près... je trouve que là, en fait, quand on parle d'enfants, il n'y a pas trop de différence. Peut-être juste le milieu autour. Mais c'est un peu comme les films français, là, que j'ai regardés. J'ai pas de titre en tête en ce moment, mais... La vie scolaire. La vie scolaire, ou un peu des choses comme ça. Il y en a qui j'allais dire qui se foutent vraiment de la gueule des profs, mais de façon générale c'est à peu près pareil. Mais ce qui m'a vraiment marqué, du coup, peut-être qui fait la différence, c'est que moi je suis allée du coup dans un lycée technique, c'est-à-dire que c'est là où il y a tous les garçons, donc il y a 5% ou 10% qui sont des filles dans ce lycée technique, parce que tous les autres sont allés dans les lycées généraux où ça va être plutôt des séries littéraires. Moi, j'étais partie du collège là où j'étais, donc qui était un peu dans la campagne. J'étais 3 premières de la classe, et puis une fois que je suis arrivée dans le lycée technique, j'étais l'avant-dernière de la classe, donc j'étais la 28e sur 29 élèves. Parce que c'était difficile, je devais faire 2 heures de route tous les jours, 2 heures à l'aller et 2 heures au retour. Il y avait plein de changements, il y avait plein de pression qui était sur moi. Et il y avait que 5 ou 6 filles dans la classe, mais je m'en suis sortie, mais c'était avec beaucoup de galères. Et du coup, première année, je m'en sors, je passe quand même parce que voilà, j'ai eu la moyenne. Deuxième année, je passe quand même. Troisième année, c'était vraiment la galère parce que il y avait des redoublants, donc il y a plein de redoublants. Et eux, en fait, ils s'en fichaient des autres. On était à peu près une centaine dans une grande salle de classe en terminale.
Et ils étaient tous au fond, les garçons qui s'en fichaient parce que ils savaient déjà ce qu'il fallait faire, mais ils ont juste pas réussi à avoir le bac. Et nous, on était devant, genre, il y en avait 10 ou 15 qui étaient sérieux et le prof, ils en avaient marre de nous, genre, c'était incontrôlable. Et puis cette année-là, j'ai raté mon bac. Pourquoi? Parce que j'ai galéré depuis le début, depuis la première année au lycée technique. Et je me souviens très bien, c'est le bac, ça allait être lundi, et moi le samedi et le dimanche, je prenais une pile de cahiers, genre tous mes cahiers de l'année scolaire, et je voulais tout réviser alors que je comprenais rien. Et j'y suis allée faire mon bac et j'ai rien compris de ce qui se passait. Et après j'ai refait mon année, et c'était toujours pareil, il y avait toujours des redoublants. Cette fois-ci, j'en faisais partie. Mais ça passait vraiment smoothly, ça passait très facilement. Et j'ai eu mon bac après avec mention assez bien, donc j'étais assez fière. Et voilà à peu près mes années scolaires à Madagascar, à Tananarive. Ok, j'aurais bien plein d'autres questions, mais le temps presse, parce que j'ai d'autres questions encore plus intéressantes à te poser. T'as parlé un petit peu de ta famille, et toi, ta famille éloignée, elle habitait avec toi? Toutes? Ou alors il y avait de la famille qui était encore plus loin? Oui, bah il y avait au fait très bonne question, c'est que il y avait toute Merci. la famille de mon père qui était dans le même village, et il y avait donc dans la famille de mon père, il y avait ma grand-mère et il y avait les frères et sœurs de ma grand-mère qui avaient eux aussi leur famille. Donc il y avait une famille vraiment très très large en fait qui C'était vivait le village en Diamalalal. Ouais, c'est voilà, donc c'était vraiment une très 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 grande famille. C'est à peu près partout pareil, hein, c'est les gens qui vivaient dans le village, c'était une famille, grande famille quoi. Parce que t'as pas de la famille plus éloignée, je vais pas poser cette question, parce que il y a aussi une notion, c'est les traditions et les fêtes traditionnelles, et c'est là où vraiment il y a même des gens que t'as peut-être pas vus de ta vie, qui arrivent de super loin et Ouais. qui viennent célébrer. Ouais. Et je voulais un petit peu parler de ces fêtes traditionnelles, parce que il y a des choses étonnantes à Madagascar, il y a des célébrations surprenantes. Moi qui habite ici depuis longtemps et qui en entend parler beaucoup, ça me choque plus, mais je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout va se dire, mais quoi? Et j'aimerais bien qu'on parle d'une des premières fêtes de la vie d'un garçon, la circoncision. Est-ce que tu peux nous parler de cette fête traditionnelle qui rassemble la famille entière, et qu'est-ce qui se passe de surprenant dans cette famille, Ok. cette fête? Dans cette fête, ouais. Oui, alors un petit garçon en fait, ce n'est pas encore un homme s'il n'est pas circoncis. Donc à l'âge à peu près de 3, 4, 5 ans, il y en a qui le font quand ils ont un peu plus que ça, mais il va y avoir ce qu'on appelle la circoncision, et c'est une fête effectivement. Donc ce qui va se passer, c'est que la famille du petit garçon va annoncer que voilà, ce sera le jour de sa circoncision. Et il y aura toute la famille qui vont venir la veille. Et donc pendant la nuit, donc la veille du Didi Poch, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout le monde va faire la fête et tout le monde va faire en sorte que l'enfant ne dort pas. Donc on va les distraire pendant toute la nuit faisant la fête, en buvant de l'alcool, en jouant au domino, et on met tout un... Ça dépend de là où ça se passe, mais généralement c'est pareil, on met vraiment un espace où tu vas faire la fête, un peu comme une sorte de piste en fait, mais tout le monde va danser. Et au petit matin, Et juste avant, pour le bébé, pour pas qu'il s'endorme, on lui donne des baffes ou on le fait danser? Comment ça se passe? on le fait danser, on lui donne, je sais pas, des jouets, on lui donne des bonbons, en fait, même le lit, en fait, on le rend pas accessible pour que il y a un coin où où quelqu'un va pouvoir s'endormir tout doux, quoi, doucement. Et le petit, il va sentir ça arriver et il va dire, ouh là là, il ce va qui pas m'attend. comprendre. Il comprend rien, en fait, le petit. Mais bon, les parents, il y en a qui le préparent quand même quelque part, genre ils vont dire on va t'enlever en fait la petite puce, le paraskel, c'est comme ça qu'on le dit en malgache. Ça veut dire petite puce? Petite puce, c'est ouais. trop Donc on va mignon. t'enlever ta petite puce demain, et il y aura tout le monde, et après on va dire qu'après il va y avoir tout le monde qui va lui donner des jouets et tout.
Donc le matin, vers 4 heures, les hommes vont aller chercher ce qu'on appelle le Ranmair, c'est-à-dire l'eau forte, dans une rivière pure, encore à cette heure-là. Et ils vont prendre un peu de l'eau avec ça. Et puis, traditionnellement, mais bon, en ce moment, il y en a de moins en moins qui font ça. Ils vont chercher, en fait, des branches de canne à sucre. C'est significatif de la, comment on appelle ça? Douceur? Non, pas douceur, mais, sucré. Voilà. Et on va utiliser ça. Donc, on va utiliser le rhum aussi avec ça. Tout le monde va prendre un peu de rhum. Et là, ça va être le moment où il va y avoir 3-4 oncles avec le papa qui vont aller chez le médecin. Bon, maintenant, il y a la circoncision à l'américaine, donc ça veut dire que ça va pas saigner, mais auparavant, c'était vraiment avec un couteau, et puis il va y avoir un monsieur vieux âgé qui connaît un peu la tradition, et c'est lui qui va couper le zizi de l'enfant. Ah ouais, coupage de zizi, hein. Coupage de zizi, ouais. Un bout de zizi. Un bout de zizi. Donc, la prépuce. C'est ça? Le prépuce. Le prépuce, la pardon. petite puce. Comment on dit paraquel? Parasquel. Parasquel. Parasquel, ouais. Et tu me disais, il faut pas que le père soit présent au moment du coupage. Exactement, oui, j'allais le dire. Donc, il va y avoir 3-4 oncles qui vont le tenir, l'enfant. Donc, c'est pas de d'anesthésie. pied. Auparavant, il n'y avait pas d'anesthésie, mais maintenant, il y en a. Et et du coup, le papa, il va attendre dehors parce que l'enfant, il va mémoriser le visage des 4 personnes qui le tiennent pour qu'il bouge pas. Donc, cet enfant-là, il va pas aimer, il va haïr ces 4 personnes-là. Et quand ils vont sortir de la porte, il y aura papa qui va être très gentil, extrêmement doux avec l'enfant, et il va toujours aimer son père. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et le prépuce, on va le ramener. Donc, si le grand-père vient, il attend dehors, et c'est le grand-père qui va manger ce prépuce-là. Pourquoi? Parce que pour les Malgaches, c'est un bout de vie, donc il faut pas le jeter. Comment on dit bout de manger. vie? C'est du Ain. C'est du Aina? Oui, Ain c'est la vie, et c'est un bout de vie qu'il faut pas jeter. Ok, donc je répète, parce que pour les personnes qui n'ont pas fait retour en arrière, oui, le grand-père va manger la petite puce de l'enfant. Et souvent dans une banane ou un truc comme ça. Avec une banane. Et j'ai notamment des souvenirs. Enfin, on m'a raconté que par exemple mes grands cousins, ils étaient déjà un peu plus âgés, donc ils savaient dire des gros mots quand ils ont fait leur circoncision. Et apparemment, ça disait des gros mots qui étaient mémorables. 30 ans après, ils ont à peu près 30 ans maintenant. Et mon père me raconte que pendant la circoncision de De Gaulle, c'est comme ça qu'il s'appelle, mon cousin, c'était vraiment mémorable. Et même le médecin, il était épaté par la compétence de jurement, de jurage, je sais pas comment on dit. Ouais. Alors, une autre fête très emblématique et très surprenante, c'est le retournement des morts. Oh ouais, donc on dit Famadienne, donc ça s'écrit F-A-M-A-D-I. D-I. H-A-N-A. Famadiana. Famadiana. Ouais. Et traduit communément en français par le retournement des morts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand? C'est quoi? C'est comment? Comment c'était pour toi? Ouais. Du coup, comme je disais, ma mère, elle vient plutôt de la campagne, donc qui est à l'ouest de Tana, et c'est plutôt dans la famille de ma mère que ça s'est passé. La famille de mon père, je sais pas pourquoi ils le font pas, ça dépend des familles, on va dire. Est-ce que tu peux d'abord faire un point de vue général de ce que c'est la fête et ensuite tu nous racontes ton expérience à toi? Ok, très bien. Du coup, le Famadian, c'est en fait un principe où pendant la mort, donc tout le monde est triste, et c'est un deuil, quoi. C'est pareil comme dans le monde entier. Et 7 ans après, ce ne sera plus la tristesse, ce sera une joie de déterrer la personne et de le recouvrir de linceul, parce que pour les Malgaches, au fil du temps, la personne qui est morte, on appelle ça le razan, c'est les ancêtres, ils vont avoir froid dans le tombeau, donc il faut les recouvrir de linceul. Et des fois même, il y en a des gens dans la famille, par exemple, qui vont rêver que la personne qui est morte leur en dit dans leurs rêves que
ils ont froid et qu'ils ont besoin d'être recouverts de linceul. Donc on va changer de linceul ou Non, ajouter un linceul? On rajoute. On rajoute un linceul. On ne défait pas ce qui a été fait. Donc 7 ans après. Donc je voulais juste souligner que ça dépend si, par exemple, si quelqu'un meurt, si c'est quelqu'un de jeune, donc là ça va être triste, mais si c'est quelqu'un d'âgé pour les malgaches, bah tout le monde va être triste, mais reconnaissant d'avoir eu la personne, et ça peut être même, enfin c'est pas aussi triste que si c'est un jeune qui meurt, quoi, ou si c'est quelqu'un qui a, je sais pas, moins de 50 ans ou quelque chose comme ça. Donc si c'est un grand-mère, un grand-père, ça va être l'occasion de revoir la grande famille, et c'est pas tellement triste. On peut faire du bruit, on peut chanter, voilà, c'est pas trop triste, quoi. Mais il y a même des chants, il y a de la danse, il y a des chants. Il y a des chants. Ah oui, c'est pour les malgaches, c'est bon. Il y a des familles à Tana qui le font de moins en moins, encore une fois, mais dans je me souviens quand ma grand-mère était morte, par exemple, il y avait tout le village qui venait il y avait des gens qui venaient des villages qui étaient super loin de chez mon grand-père, qui étaient venus pour chanter, justement, honorer ma grand-mère. Et genre, il y avait ma grand-mère qui était à l'étage, et il y avait sur le grand cours de mon grand-papa, il y avait plusieurs groupes, en fait, et ils vont chanter tour à tour. Donc c'est une compétition, qui chante le mieux, qui chante le plus fort, qui a eu la meilleure harmonie de voix, pour soutenir la famille, pour encourager la famille, parce que ma grand-mère, elle était quand même relativement jeune, elle avait 64 ans. Et voilà, pendant tous les deuils, en fait, donc la nuit, il va y avoir du chant, des chansons. Et ça, peu importe, en fait, si c'est un jeune, si c'est un adulte, voilà. Donc toi, t'as été au retournement des morts de ton arrière-grand-père, et vous avez ouvert le tombeau, vous l'avez sorti, c'est dans un cercueil, c'est comment? Et qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez rajouté un drap et vous l'avez remis dedans, ou ça se passe comment? Alors, il faut savoir un truc, c'est que Madagascar, c'est un pays durable. Non, c'est juste une blague, mais les cercueils, ça se réutilise ici. Donc, on n'enterre pas les morts avec un cercueil. En fait, dans un tombeau, je suis déjà entrée là-dedans parce que justement, c'est une culture que tu rentres là-dedans quand tu enterres quelqu'un et que tu regardes où est-ce que tu as mis la famille. Du coup, il y a comme des étages, en fait, comme des étalages bon, je dirais pas... Genre une bibliothèque? Une bibliothèque, voilà, exactement. Et il y a une cage, par exemple, ça c'est la famille de Rakut Malal, ça c'est la famille de Anjia Malal, et ainsi de suite. Et c'est quand même un tombeau de la grande famille. Et tu vas mettre une petite bouteille, et à l'intérieur, tu mets le nom complet de la personne qui est décédée. Donc tu le mets dans les linceuls qui couvrent la personne. Et donc le cercueil, on le laisse en dehors, on va pas le ramener dans le tombeau. Donc il y aura que comment tu appelles ça, que des corps qui sont enroulés, en fait. Et moi, par exemple, pour ma grand-mère, je sais où est-ce qu'elle se trouve dans le tombeau. Et c'était quoi déjà? Dans un tombeau, on met toute la famille proche, par exemple tous les descendants de ta grand-mère, ou alors il y aura même des ancêtres de ta grand-mère? Oui, il y a des ancêtres. Par exemple, ma grand-mère, elle est enterrée avec mon arrière-grand-père. Ok, et les deux s'appelaient Anjia Malal, ou elle avait plus rien à voir avec Anjia Malal? Non, c'est différent. Non, elle a pas, c'est mon grand-père. En fait, les femmes sont enterrées dans le tombeau de leur mari. Ok, donc toi, tu seras pas enterré avec ta grand-mère? Je serai pas enterrée avec ma grand-mère. Ok. Voilà. Ça, obligatoirement, tu peux pas demander à l'être ou quoi? Si tu peux demander, bien sûr que tu peux demander d'être enterré. Si tu t'entends pas bien avec ton mari, par exemple, tu peux dire, moi, je veux pas être enterré chez le tombeau de mon mari parce que je m'entendais pas bien avec ma grand-mère à l'époque, ma belle-mère à l'époque. Tu peux demander d'être enterré chez ta famille. J'ai posé cette question. C'est très glauque, tu vas être enterré. Oui, dans très longtemps, on l'espère. Tu seras pas enterré demain avec ta grand-mère. Et alors toi, du coup, quand tu as sorti ton arrière-grand-père, qu'est-ce que vous avez fait avec? Oula. Alors, Pourquoi on dit retournement même? on dit retournement des morts. Pourquoi? Parce qu'on sort le mort. Donc tout le monde, toute la famille, donc c'est vraiment, je sais pas, au moins 500 personnes, peut-être 1000 personnes autour du tombeau, qui vont s'asseoir, qui vont faire la fête. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les rases, les ancêtres, que c'est comme ça qu'on les appelle,
sur leurs cuisses. Donc tout le monde va se mettre un peu assis et on accueille les ancêtres comme ça et on va les couvrir de linceul et après on va les mettre au soleil parce que voilà il a froid un peu comme ça. Et puis après, on va danser avec eux, donc on va les mettre sur la tête comme ça. Donc il y a un peu comme dans un spectacle où quelqu'un saute dans la foule et voilà, c'est exactement comme ça. Et on va danser avec. Et là, il y a un cri qui dit Eisenzahnadjasan, ça veut dire où sont les descendants de cette personne là. Et tout le monde va crier waouh. Et puis c'est la joie. Donc voilà, c'est un moment en fait de se dire la personne est heureuse là où elle est. Et c'est la joie. Les gens ici aussi peuvent être joyeux et être avec cette personne. Enfin, cette personne, c'est plus une personne, mais voilà la culture. Tradition presque unique au monde. Je crois que ça se fait aussi dans un autre pays, mais je pourrais plus dire la région. Mais presque une tradition complètement unique au monde, ce que vous faites. Quand on a recouvert de linceul les ancêtres, on va les ramener dans le village. Et on va refaire un peu comme à l'époque où il va y avoir des gens qui vont chanter un peu comme le deuil, mais cette fois-ci c'est vraiment la fête. Et là il y a ce qu'on appelle le varbemelak, qui veut dire riz avec beaucoup d'huile. En fait, la famille, justement, c'est pour ça que ça coûte très cher de faire le famadian, le retournement des morts, parce que tout le monde va dépenser énormément. Donc déjà pour se déplacer pour venir, pour tuer des porcs, des zébus, et puis ils vont mettre toute leur récolte de riz pour nourrir tout le village, littéralement. Et ils vont mettre les plus beaux habits et puis ils vont acheter les plus beaux tissus dans le marché pour recouvrir les morts. Donc on va nourrir le village et ça veut dire que après coup, on va demander comment ça a été la nourriture là-bas pendant le famadian de telle ou telle famille. Est-ce qu'il y avait énormément d'huile ou pas du tout? L'huile, en fait, ça vient de la viande de porc. C'est comme ça et voilà. C'est là l'occasion aussi. Pourquoi c'est dépensière? Parce que tout le monde va venir pour donner une petite enveloppe où il y a de l'argent à l'intérieur à donner. Et puis l'année prochaine, quand ça va être le tour d'une autre famille, moi, la famille de mon grand-père, ils vont aller là-bas et puis ils vont faire pareil, ils vont manger et puis ils vont donner de l'argent dans une petite enveloppe. D'accord, c'était le Famadian, donc qui est une fête très joyeuse au final, où on revoit la famille et on célèbre les 7 ans, c'est ça, 7 ans, 14 ans, 21 ans de la mort de quelqu'un. Mm-hmm. Si tu nous invites chez nous, Michou, n'importe quoi, si tu nous invites chez toi, Michou, et qu'on vient par exemple une petite semaine vivre chez toi, qu'est-ce qu'on va manger le soir? Qu'est-ce qu'on va manger au petit déjeuner par exemple? Mm-hmm. Alors, le riz, c'est sûr. Le riz. Avec quoi? On mange du riz le matin, le midi, le soir, et puis même des fois pendant le goûter à 15h, on mange le riz cramé avec le jus de riz. Donc littéralement la vie des Malgaches c'est du riz. Bon, il y a une partie où c'est pas le riz la base alimentaire. Il y en a qui mangent des maniocs ou des patates douces. Il faut le dire, mais principalement c'est le riz. Et à part ça, il y a le lok. Le lok, c'est l'accompagnement du riz. Donc les plats typiques, on va dire, il y a les feuilles de manioc pilées, donc le ravtout, et puis avec du enaksou, c'est la viande de porc, et puis il y a un peu les légumineuses, on va dire, qui sont qui fait partie du menu. Et par exemple moi quand j'étais petite, ma mère elle me mettait les grains secs un peu qui sont des dérivés des légumineuses. J'en mangeais ça 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine et j'en avais marre de chez marre. Et moi une promesse c'est que plus tard je me suis dit quand j'aurai mon propre salaire je mangerai plus jamais des grains secs dans la vie parce que j'en avais tellement marre. C'était même un sujet de discussion dans la famille de mon père pendant le dimanche après la messe. De Michou qui en a marre? Non, mais qu'est-ce que tu as mangé pendant la semaine par exemple? Ah oui. Et moi j'ai mangé 3 légumineuses différentes pendant la semaine, quoi. C'est des choses un peu comme ça. Et puis à part les légumineuses, il y a les breads. Et en fait, ça c'est on va manger ça.
genre quand tu as plus d'argent, parce que ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc bread, c'est une sorte de salade, mais c'est pas une salade, c'est une sorte de plante. Voilà, c'est un peu comme les choux en fait. Ouais. Les choux, c'est dans la même famille. Et je me souviens, ma mère parfois, elle me disait, Michou, pour mon petit repas que j'ai emmené au lycée, elle a dit, est-ce que ça te va si je te fais des breads avec de l'huile? Et en fait, quand elle dit de l'huile, comment on dit ça? Elle disait ça comme si c'était fancy, quoi. C'est comme si c'était vraiment très chic qu'il y avait de l'huile avec les breads. Parce que effectivement, tu peux manger des breads sans huile. Genre des breads avec du sel. Et voilà, quoi, c'était marrant. Et voilà, il y a plein de... Et après, il y a les poissons secs, par exemple. Oui, ce que tu dis, c'est vrai à Tana. Il va y avoir beaucoup de riz et tout, mais sur la côte et tout, peut-être va y avoir plus de poissons ou de choses comme ça. Oui, voilà, ça dépend des régions. Et puis, par exemple, si je vais à la campagne, bah, ça va être des poissons secs que tu manges avec la soupe de riz le matin. Donc le matin, c'est plutôt soupe de riz. À midi, c'est plutôt du riz sec. Et après, le soir, ça dépend. Il y a des familles qui aiment soupe de riz, il y a des familles qui aiment du riz sec. Et des fois, tu manges du riz avec de la soupe. Des fois, tu peux manger du riz avec des frites. Des fois, tu peux manger du riz avec des pâtes. Donc, les pâtes, ça peut être du loc aussi. Ça peut être du loc. Ouais. T'en as pas marre du riz? Bah écoute, quand tu l'as mangé depuis 24 ans de ta vie, je pense que tu t'y habitues et je peux m'en passer, mais pas totalement. Ouais, bah j'ai du coup des amis malgaches. Si jamais on va au restaurant et qu'on va manger un burger ou quoi, ils rentrent après et ils se font un petit peu de riz. Ouais. Enfin, j'ai déjà vu ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais j'ai déjà vu ça, où ils vont se faire un petit peu de riz parce qu'ils ont pas eu leur riz du soir et que... Ouais, voilà. Il y a toujours de la place, en fait, pour du riz dans le ventre des malgaches. Et littéralement, hein, c'est, bon, peut-être la version un peu, la génération un peu récente, un peu moins. Mais je sais que ma mère, par exemple, et tous ceux qui sont de sa génération, si elle mange pas du riz, bah, elle est pas une femme accomplie, quoi. Est-ce que si la dernière fois que j'avais fait des pâtes carbonara, parce que j'avais fait des pâtes carbonara pour la famille en Djamalal, est-ce que après le repas des pâtes, ils avaient été chez eux manger un petit peu de riz? Bah oui, certainement. C'est vrai. Il y a toujours du riz qui est en train de se cuire quelque part, hein. Ou le reste, c'est très marrant, c'est très marrant. Et ouais. Dernier petit truc typique, donc ça aussi c'est particulier, le ranuapang. Ouais. Ah, c'est quoi le ranuapang? C'est une petite boisson qu'on boit lors du repas, et c'est fait de quoi cette boisson? Oui, bah en fait, quand tu cuis du riz, bah tu laisses un peu le fond de la marmite avec du riz, et tu vas le laisser au feu pendant je sais pas moi, pendant 10 minutes pour que ça crame bien, ou pendant 5 minutes. Et après, tu rajoutes de l'eau et ça donne de l'eau un peu comme la couleur marron, un peu comme de l'or. Et c'est ça le jus de riz. Et après, quand je disais tout à l'heure que même pendant le goûter, tu peux manger du riz, c'est que tu prends le riz qui a été cramé et tu peux manger ça avec du sucre par exemple, ou tu le manges juste comme ça, et c'est ça le goûter. Et il y a des gens qui se battent pour avoir cette partie aussi du riz à 15h quand tu as un peu faim, quoi. Donc le ranuapang, c'est une sorte d'infusion de riz cramé. Voilà, c'est ça. Exactement. En vrai, c'est très bizarre dit comme ça, et quand je racontais ça à mes collègues du Sénégal, ils se disaient mais n'importe quoi les malgaches. Mais c'est pas si mauvais, et apparemment c'est très bon pour la santé. Des intestins. Les intestins, ouais. Oui, c'est ça. Et ça sent bon. Il y a une expression qui dit un chapé, j'en ai pas, ça veut dire que ça sent bon, ça sent bon votre jus de riz. Et en vrai, ça a un goût qui est très bien, qui équilibre un peu en fait ce que tu viens de manger. Si t'as mangé quelque chose d'un peu gras, ou si t'as mangé quelque chose qui n'a pas trop de goût, bah ça t'équilibre un peu, ça te fait oublier en fait ce qui allait bien ou ce qui allait pas trop. Alors pour conclure, est-ce que tu peux nous donner une petite phrase malgache, 2-3 phrases malgaches pour qu'on entende un peu du malgache et à quoi ça ressemble le malgache? Tu peux par exemple nous raconter qu'il y a un taxi qui nous attend et qu'il faut qu'on y aille dans quelques instants, donc on va finir le podcast. Comment on dit ça? Oui, bah par exemple, tu dis Makabe, enfin bien de taxi, ça veut dire je suis pressée parce qu'il y a le taxi qui nous attend. Tis full ou tis lok. Par exemple, tu dis Nenya nonabea, ça veut dire maman, j'ai très faim. Et puis quand je disais ça quand j'étais petite, bah ma mère elle disait nonaïn. Nonafar, ça veut dire moi je voulais pas manger du riz pour le goûter, et elle dit
tu as faim, mais tu as faim du riz, donc ça veut dire que tu vas manger du riz si tu as faim, mais il n'y a pas d'autre chose, quoi. Donc nous on a B, Mangatsi B, ça veut dire que j'ai très froid. C'est un peu mes phrases préférées en fait, c'est pour ça que... Et il y a une expression adorable, je trouve, c'est Naazain, Nazoen. qui veut dire tu as grossi. Ouais. Donc tu dis ça à quelqu'un qui a grossi. Donc ici c'est vraiment un compliment que quelqu'un a grossi, alors qu'en France tu dis à quelqu'un t'as grossi, tu te reçois une baffe quoi. Oui. Et ça veut dire littéralement tu as pris de la vie. Oui, c'est ça, exactement. Au fait, si tu pars, par exemple, si tu pars te marier avec quelqu'un, si tu as pris du poids, bon, on dit tu as pris de la vie, donc B. Et après, tu dis que ton mari te traite bien, si tu as pris du poids. Donc, voilà, donc c'est très bien vu. Donc pour les Malgaches qui ont vécu à Madagascar, qui sont partis en Europe et qui reviennent un peu ici et qui les gens veulent être sympas et tout et ils disent oh B, bah ils sont vexés souvent parce que là-bas ils ont un peu cette notion déjà de voilà être mince c'est bien et pour les Malgaches pas avoir du poids c'est un compliment, c'est une bonne chose. Sochepetsaka, Michou. C'est Stor et Béranger. Alors grâce à Michou, on a découvert Madagascar. J'espère que chacune des phrases qu'elle a prononcées, ça a été une découverte pour vous, parce que je me rends pas forcément compte, je suis habitué, mais peut-être que le riz, le jus de riz cramé, c'est quelque chose de très surprenant. En tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet épisode. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram ou bien à papamamantoutva-bien @gmail.com. Merci beaucoup à Michou et à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce podcast, à faire ces épisodes et qui m'ont fait des retours. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination. Velume daol.